Bien, j'ai la lourde tâche de conclure cette matinée. Je sais que vous avez faim. Je vais essayer d'être concis, mais évidemment, j'avais trop de diapos, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Bien, merci Yacine et Loïc d'avoir organisé cette journée d'études. Et merci également au comité scientifique. Cette thématique des élèves, de ce qu'ils vivent en éducation physique et sportive, eh bien c'est une thématique qui est complexe, on l'a vu ce matin à travers les présentations des collègues, mais elle me semble importante cette thématique, et j'y suis particulièrement attaché puisque quand je me suis lancé dans cette aventure qu'est le doctorat, j'avais comme première ambition d'interroger le vécu des élèves et de questionner ce qu'ils avaient vécu d'un point de vue historique dans leur cours d'éducation physique et sportive. Mais face à cette complexité, eh bien, j'ai dû faire des choix à la fois de méthode, de corpus et de cadre théorique. Je vais essayer très rapidement d'en resituer les enjeux, et je vais organiser mon propos autour de 3 récits d'élèves. Je vais essayer d'être le plus concret possible. Et donc, après cette courte introduction et de contextualisation, eh bien, je vais démarrer par la présentation des aspects à la fois méthodologiques et de cadre théorique, expliquer comment j'en suis venu à sélectionner certaines sources et les règles que j'ai appliquées à cette sélection. Parce que, en fait, ce qui se joue derrière, c'est bien l'identification de données que l'on va pouvoir utiliser, que l'on va pouvoir traiter pour produire une connaissance historique et apporter la preuve de cette démonstration. Donc, vous remarquerez qu'il n'y a pas de périodisation dans ma proposition, parce que je vous propose une généalogie des expériences passées. Et donc, le propos que je tiens dépasse largement le découpage temporel de cette journée d'études, mais par contre les récits que je vais vous proposer, ils s'inscrivent bien dans cette temporalité-là. Donc ces 3 récits d'élèves très différents dans leur contenu, dans la forme, concernent des époques qui sont 1957 pour le premier récit, 1975 pour le second et 1984 pour le dernier. Enfin, en conclusion, je souhaite ouvrir mon propos sur des nouveaux travaux que je suis en train de mener actuellement et dont l'ambition est de contextualiser la façon dont les médias traitent l'éducation physique à l'époque contemporaine, et notamment via les réseaux sociaux. Donc Emmanuel Auvray et Jean-Marc Lémonnier en ont parlé lors de leur conférence, enfin dans leur présentation, et je pense effectivement que c'est quelque chose d'important d'aller investiguer ces nouvelles formes de communication, parce que là, à travers ces réseaux, à travers ces commentaires qui sont laissés en ligne, on a accès aux expériences réelles vécues par les élèves. Donc, si vous le souhaitez, dans la phase de questionnement, nous pourrons aller sur cette nouvelle recherche que je suis en train de mener, mais au cours de cette présentation, je vais me concentrer effectivement sur ces trois récits. Alors, d'un point de vue de la méthodologie, mon travail de doctorat, soutenu en 2019, s'inscrit dans ce qu'on appelle une analyse de discours. Et il prend appui sur les travaux de Michel Foucault. Au-delà de l'aspect intéressant et porteur des travaux de Michel Foucault, ces travaux-là portent sur la question de la méthode et des objets que l'historien applique. Paul Veyne disait que Foucault révolutionne l'histoire. Il faut voir comment cette révolution peut s'opérer. Et pour ma part, il s'agissait de questionner le plaisir en éducation physique à travers ses usages. C'est-à-dire que le terme étant polémique, étant connoté, il a fallu que je saisisse l'apparition de cette occurrence-là. Et donc ce n'est pas le plaisir en tant que tel, mais par contre, c'est ce que les acteurs et les actrices d'une époque en disent à travers leurs publications et leurs récits. Et donc cette question du plaisir, elle se joue dans une archéologie. Et l'archéologie, selon Michel Foucault, c'est bien l'examen systématique des archives à la recherche de preuves des règles du discours. Autrement dit, c'est bien l'historien qui construit des règles autour de sources et qu'il analyse de manière systématique. Donc, ces règles que j'ai appliquées dans mon travail archéologique, eh bien, avait pour but d'étudier des sources qui étaient relatives à l'éducation physique scolaire, c'est-à-dire que je n'ai pris comme source que des textes qui étaient relatifs à ce qui se faisait en éducation physique et sportive, dans un contexte scolaire,
édité en langue française, c'est-à-dire que je me suis concentré sur ce qui a été écrit en français, pour des élèves, c'est-à-dire des enfants, adolescents, garçons ou filles, mais scolarisés dans un établissement d'enseignement. Et enfin, la dernière règle que j'ai déjà évoquée avait pour objectif d'objectiver l'apparition de l'occurrence plaisir dans les discours. C'est-à-dire que les discours des acteurs ne sont pas systématiquement empreints de l'occurrence plaisir, et donc du coup il fallait repérer cette apparition. C'est donc une cartographie de l'espace discursif qui a été réalisé, et donc qui permet effectivement de baliser ce qui a été dit par rapport à ça. La généalogie, c'est l'autre aspect du travail de l'archéologue, c'est-à-dire la généalogie vise à expliciter ces règles dans le contexte de la pratique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a balisé l'espace discursif, il faut aller étudier la façon dont les acteurs, au sein de réseaux, cherchent à mettre en avant certaines idées, certains discours, et c'est donc bien l'explicitation de cette thématique-là, de ce réseau-là, qui est mis en avant dans cette généalogie. Donc, la généalogie, c'est vraiment l'explicitation de ces règles dans la pratique. Donc, les 3 récits que je vais vous présenter sont intimement liés à ce travail archéologique que j'ai mené, et n'ont de sens, n'ont de valeur que dans ce travail-là. D'accord ? Donc, le premier récit que je vous soumets est un journal intime qui est diffusé dans la revue L'Éducation physique. Donc, ouvertement hébertiste, publié de 1922 à 1972, et l'adulte, entre guillemets, référente qui publie ce journal intime d'élèves, c'est Alix Jung. Alix Jung, qui est une professeure d'éducation physique au lycée Paul Bert à Paris, particulièrement investie dans les instances de la FFEP, et elle participe au conseil d'administration, à la commission technique fédérale, mais elle produit surtout des articles au sein de la revue où elle va être au plus près de l'enseignement de l'éducation physique, et elle va donner la parole à des élèves. Et là, en l'occurrence, cet élève-là, c'est une élève de 6e, dont on va voir le contenu, on va voir comment elle vit ses premiers moments d'éducation physique et sportive, mais c'est parce que Alix Jung permet à cet élève qu'on a accès à ce récit. D'accord ? Ce récit-là, d'une élève de 6e qui entre en 6e et qui découvre ses leçons d'éducation physique et sportive. Donc, Alix Jung va publier une dizaine d'articles au sein de la revue L'Éducation physique, et elle aura toujours à cœur de mettre en avant ces élèves-là. Ce sont des jeunes filles, c'est un établissement qui accueille uniquement des jeunes filles, mais à plusieurs reprises, elle va donner la parole à ces jeunes filles, et elle va écrire un article notamment qui s'appelle « De la désaffection des jeunes filles dans les grandes classes ». Elle s'intéresse vraiment à ces élèves qui découvrent l'éducation physique et sportive, et ce n'est pas seulement ce journal-là qu'elle va présenter. Alors, le journal intime, en l'occurrence de Caroline, eh bien, fait référence à ce que j'ai appelé l'intériorisation des normes scolaires. Donc ce journal intime est organisé par jour, et il correspond à la rentrée scolaire de cet élève-là. Donc il démarre le 28 septembre, et cet élève-là, Caroline, nous présente donc cette envie, cet espoir-là qu'elle a de réaliser de la gymnastique, et elle attend ce jour avec beaucoup d'espoir. Elle espère qu'elle va pouvoir réaliser des activités intéressantes, qu'elle va pouvoir courir, sauter, jouer au ballon, et qu'elle pourra s'amuser beaucoup par rapport à ça. Donc le 28 septembre et le 29 septembre, on est en amont de la rentrée, et donc elle n'a pas encore eu son premier cours. Elle attend ce cours-là, et début octobre, elle vit son premier cours d'éducation physique à travers un parcours épreuve. Le parcours épreuve est réalisé dans la cour de récréation, et l'enseignante, Alix Jung, va lui faire réaliser une série d'exercices
par rapport à la méthode hébertiste qui l'influence et qui la caractérise. Une fois que le parcours est réalisé, ici, l'élève, Caroline, montre bien, entre guillemets, que ce parcours-là, il n'est pas si simple que ça, et que, entre guillemets, ce qu'on attend d'elle, c'est vraiment qu'elle soit scolaire dans son approche. Et donc, vous voyez qu'elle met en avant cette idée, ces propos-là, il faut s'amuser sans faire trop de bruit en dedans de nous. D'accord ? Donc, elle est confrontée à ces normes scolaires. Elle attend vraiment de pouvoir réaliser des jeux, des activités ludiques, sportives, etc. Et elle est confrontée à ces normes scolaires et à ces contraintes-là qui pèsent sur l'éducation physique de l'époque. Elle dit bien, hein, au stade, et ça c'est l'enseignante qui lui confère ce droit-là, au stade nous pourrons jouer, nous pourrons rire, jouer pour de vrai. Du moment que nous serons très obéissantes. Vous voyez que là, c'est bien l'intériorisation de ces normes. Alors, par rapport au parcours, ce qui est fait concrètement, eh bien, c'est une évaluation diagnostique qui ne dit pas son nom. Et une évaluation qui est aussi sommative, c'est-à-dire que à la fin de ce premier cours-là, les élèves sont notés et classés dans des groupes de niveaux que Georges Hébert appelle des vagues, d'accord ? Donc les élèves sont classés par rapport à ça. Et il y a bien une note sur 20 qui est positionnée. 9 points pour la vitesse et 11 points sur la maîtrise si on fait tout correctement. Ça, c'est ce que Caroline dit par rapport à ce parcours-là. Ce parcours consiste en un enchaînement d'actions et l'objectif pour l'enseignante est de classer les élèves pour établir un programme et obtenir par la suite un rendement de travail suffisant. Il est également intéressant pour l'enseignante dans la prise en main d'une classe. Donc la fonction de ce parcours est bien liée à une évaluation diagnostique et sommative, et c'est également une manière de prendre en main la classe, de la cadrer, de lui faire, entre guillemets, de la confronter aux règles de fonctionnement et d'intérioriser ces règles-là, d'accord ? S'amuser mais en dedans de nous. On a le droit de s'amuser en éducation physique, mais en respectant toutes ces contraintes-là. Le texte de Caroline est aussi une critique des exercices de la méthode suédoise, puisque on l'a vu en début de présentation, Caroline présente ce que sa sœur a pu vivre dans ses leçons d'éducation physique et sportive, et elle évoque des exercices qui sont répétés sous le commandement d'un professeur qui bat la mesure, qui compte et bat la mesure, et qui répète des mouvements génériques. Ces éléments-là, eh bien, sont critiqués parce que ce n'est pas ce qu'espère faire Caroline au cours de son expérience en éducation physique et sportive. Donc, le propos ici sert l'enseignante dans cette critique des méthodes plutôt suédoises, et il y a bien un renforcement de la méthode naturelle, c'est-à-dire que le propos de Caroline sert à renforcer la méthode naturelle avec un emploi du vocabulaire hébertiste. Il y a bien un groupe classe, des chefs de vague, des sous-chefs de vague. D'ailleurs, Caroline sera une sous-chef de vague et elle sera, entre guillemets, en conformité par rapport à ce qu'elle voulait. Son propos, il est intéressant parce que elle dit aujourd'hui, résultat du classement, mon cœur bat pourvu que je ne sois pas dans la dernière vague parce que je voudrais faire tout avec le plus de force, comme les grosses vagues de la mer qui font beaucoup de bruit. Et ça, c'est intéressant parce que ça bat en brèche un petit peu l'image de jeunes filles qui auraient des pratiques euphémisées, des pratiques un peu douces. Et là, on a une élève de 6e qui a envie de pratiquer, qui a envie de s'amuser, qui a envie de jouer et qui a envie d'être puissante comme les vagues, entre guillemets, qu'elle peut voir à la mer. Donc, ce parcours épreuve, là, il est symptomatique effectivement de ce qui peut se faire au niveau des hébertistes. Il accentue les formes scolaires parce qu'il y a une notation qui est directement prise. On peut fonctionner avec une classe entière, c'est-à-dire qu'en une leçon, toute la classe, qui est composée à peu près de 40 élèves, peut réaliser cette épreuve-là. Et donc les aspects typiquement scolaires sont mis en avant par rapport à ce récit-là. J'accélère puisqu'il me reste encore 2 illustrations à présenter et si je veux tenir le temps, il faut que j'accélère. Le deuxième récit, il se déroule dans un autre contexte. D'accord ? La scène d'énonciation, c'est-à-dire
quelles sont les conditions qui ont permis à cet énoncé de voir le jour, eh bien, sont complètement différents. On n'est plus du tout dans la même revue professionnelle, on est dans la revue Quel Corps, qui est dirigée par Jean-Marie Braun et qui est issue du courant critique de l'éducation physique. La revue est relativement jeune, d'accord, puisqu'elle démarre en 1975. Sur les numéros précédents, des grands auteurs ont été convoqués, hein, Michel Foucault, Marcuse, etc. Et là, dans le numéro 4-5, on a eh bien, les propos d'une élève lycéenne, Isabelle, et donc qui sollicite France Culture et qui s'interroge et qui pose une question redoutable. Je vous invite à y réfléchir parce que cette question-là, elle me semble déterminante. C'est pourquoi la gymnastique au lycée est-elle la négation du corps? Elle pose cette question-là en 1975 et les journalistes de France Culture sollicitent des experts et parmi ces experts, il y a Jean-Marie Braun qui est responsable de la revue Quel Corps. Les propos de cette émission seront retranscrits in extenso dans la revue Quel Corps. Et donc là, on peut voir ce qu'Isabelle dit par rapport à l'éducation physique de son temps, dans les années 70. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Jean-Marie Braun va utiliser ses propos pour défendre ses propres thèses. C'est ce qu'on va voir tout de suite. D'accord ? Donc, Isabelle, ce qu'elle met en avant, c'est que le cours d'éducation physique, c'est de l'occupation entre deux matières. Isabelle insiste clairement sur les dimensions et les contraintes qui pèsent sur la discipline. Elle dit, c'est une matière et une manière d'enseigner qui est ennuyeuse, on répète toujours les mêmes choses, il n'y a pas de variation en termes de pratique, toujours les mêmes exercices, pas de variété, pas d'adaptation. Et elle insiste également sur la localisation. Isabelle se situe dans un établissement parisien et donc elle pratique à la périphérie de la ville, dans des espaces qui sont très urbanisés. Et pour elle, c'est ce qu'elle appelle un pensum d'aller au stade avec 40 ou 50 élèves et qui pratiquent la même chose. On pratique, une fois, on s'arrête, on recommence le geste ou un autre exercice. Et donc, il y a une succession d'exercices qui n'ont pas de cohérence et qui se révèlent être particulièrement ennuyeux. Donc, ces conditions-là, elle les décrit avec cette idée que le corps est absent de ces thématiques-là. Et vous voyez que là, elle va parler des qualités physiques nécessaires, des productions de performance, mais le corps est absent de ces éléments-là. D'accord ? Donc, le propos d'Isabelle, dans ce qu'elle imagine de l'éducation physique, c'est de s'envisager soi-même. C'est-à-dire se permettre en tant qu'individu de s'accomplir et de s'advenir. C'est-à-dire qu'elle donne à l'éducation physique une finalité qui serait de s'advenir en tant que sujet, en tant que personne. Et pourquoi l'éducation physique ne traite pas, n'aborde pas ces questions du corps et de la corporéité? La façon dont Jean-Marie Braun, dans la réponse qu'il va apporter à France Culture, est reprise de manière complète dans la revue Quel Corps, eh bien va détourner cette réponse et pendant une très grande partie de son argumentation, il va se concentrer sur la dimension compétitive et performative de l'éducation physique et sportive. Et ça, c'est intéressant, puisqu'en 1975, Jean-Marie Braun est en train de finaliser sa thèse de doctorat, et donc cet article-là, il va l'utiliser, ou les propos d'Isabelle, il va les utiliser pour défendre, entre guillemets, son point de vue, sa thèse, en insistant sur la dimension compétitive et sportive. Alors qu'Isabelle, elle est plutôt, dans son discours, en train de décrire des contraintes scolaires qui pèsent sur la discipline et à travers des conditions matérielles, à travers des effectifs qui sont très importants, l'absence d'infrastructures qui permettraient des conditions, voire l'accès à des espaces, entre guillemets, de pratique en pleine nature, par exemple. Jean-Marie Braun, lui, il va insister sur ce qu'il sait faire, à savoir critiquer un système sportif, où il va parler d'oppression, il va parler de performance, d'aliénation, etc. Donc il y a bien une utilisation des propos de l'élève à des fins d'argumentation et d'idéologie par rapport à ça. J'ai déjà dépassé le temps, mais il me reste le troisième récit. Donc,
Emmanuel Auvray et Jean-Marc Lémonnier ont évoqué Pierre Aguerre dans leur présentation. Et ben ça tombe bien puisque je vais vous en parler de manière un peu plus explicite. Pierre Aguerre est un enseignant d'éducation physique qui travaille dans un lycée à Rouen. Il est formé à l'ENSEP, il fait partie de la promotion 55, et il a comme collègue de promotion Jacques Carbonel, donc peut-être Jean Saint-Martin et Tony Froissart nous en parleront cet après-midi. Et il publie deux ouvrages en 79 et en 84, où il questionne les opinions des lycéens. C'est publié au CRDP, au Centre Régional de Documentation Pédagogique. Et enfin, cet enseignant d'éducation physique et sportive recueille la parole de ces lycéens et de ces lycéennes. Donc dans sa préface, Pierre Aguerre, il raconte l'évolution de sa démarche. En fait, il a démarré quand il est entré dans l'enseignement en tant qu'enseignant d'éducation physique. Il a fait passer des questionnaires à choix multiples. C'est une méthode innovante à l'époque. Il pose des questions, les élèves répondent, il trie les réponses et en fait c'est très fastidieux, c'est très long. Et donc après 68, il leur fait passer des dissertations, mais des dissertations très générales. Est-ce que l'éducation physique vous paraît-elle être une discipline valorisée à l'école ? Donc pour des lycéens, c'est quand même assez dense comme question. Et il s'aperçoit qu'il y a des réponses un peu toutes faites qui sont proposées. Et après cette période-là, dans les années 70, il va changer la méthodologie du recueil. Il va demander aux élèves de parler de ce qui les intéresse. Il dit, dites-moi ce qui vous intéresse en ce moment, et ce qui concerne le sport, l'éducation physique à l'école ou ailleurs, vos loisirs sportifs ou autres, vos souvenirs de jeu, vos espérances et vos inquiétudes. Parlez de vous et des rapports que vous entretenez avec le mouvement, des Platini, de votre manière de marcher sur la Lune, de la mixité en éducation physique, de vos dernières vacances, de l'auto-arbitrage, du sport collectif, de la compétition, etc., etc. Mais les règles du jeu sont simples, il faut que vous soyez sincères. Et donc, Loïc parlait tout à l'heure de se mettre à niveau, de se mettre à hauteur des élèves. Là, on a un enseignant qui se met à hauteur des élèves et qui leur demande ce qu'ils pensent de l'éducation physique et sportive et d'une manière générale du sport. Et parmi les 700 commentaires qui sont diffusés dans cet ouvrage-là, j'en ai choisi un, parce qu'évidemment il faut illustrer le propos. Eh bien, j'ai choisi Thierry qui parle d'un plaisir gestuel à la pratique. Et cette notion de plaisir gestuel, je l'ai retrouvée chez Georges Vigarello en 2018 dans un ouvrage Corps et sport qui est très intéressant et qui questionne cette sensation que les sportifs ou les pratiquants d'activité physique éprouvent quand ils pratiquent. Et c'est ce plaisir gestuel-là que Thierry met en mots. Alors, en 1925, Jean Prévost avait écrit un ouvrage qui s'appelait Plaisir des sports, en 1925, et dont l'ambition était de mettre des mots sur ces sensations nouvelles. Et bien là, quasiment 70 ans après, on a un élève de terminale qui, à mon sens, réussit à exprimer le plus clairement ce qui se joue dans ce plaisir gestuel-là. Alors, il y a deux aspects qui sont intéressants, c'est-à-dire que quand on pratique, il y a cette sensation de liberté et d'épanouissement, d'oubli. C'est ce qu'il évoque quand il dit qu'il éprouve le besoin de se mouvoir, de gigoter, de taper un 100 mètres. D'accord ? Mais il y a aussi cette idée de mouvement réussi. Et quand on réussit un mouvement, on ne se sent pas libre, mais on se sent fort. Et c'est cette puissance-là qui est intéressante. Et en tant que futur professeur d'éducation physique et sportive, je vous invite, j'espère que vous ferez vivre à vos élèves cette sensation-là, d'avoir appris un mouvement complexe et de savoir que ce mouvement complexe-là, le pratiquant se sent plus fort, d'accord ? Et c'est cette maîtrise du corps qui est visée par rapport à ça. Je termine très rapidement. Le fait que Pierre Aguerre utilise ces références-là, mais il s'inscrit dans un réseau plus large. Et l'IPR, en fait, qui soutient, ou en tout cas qui fait partie du réseau de Pierre Aguerre, c'est Liliane Forestier. Et là, je vous renvoie aux travaux de Clémence Lebossé et Karine Erard, qui ont travaillé sur cette femme IPR, qui, entre guillemets, a été l'une des pionnières par rapport à ça. Et vous voyez que sa conception de l'éducation physique
et qui s'accorde avec celle de Pierre Haguerre, elle est très intéressante. Et on est au début des années 80. Donc c'est une conception qui mériterait d'être actualisée, d'être revisitée par rapport à ça. Dans ma conclusion, j'ai emprunté à mes collègues du groupe Plaisir cette iconographie-là qui montre qu'en fait, les élèves, quand ils vivent leur cours d'éducation physique, ils peuvent le vivre de manière tout à fait positive à travers une spirale ascendante qui les amène vers cette puissance d'exister. Et à l'inverse, ça peut aussi être un calvaire, ça peut aussi être très problématique. Et je pense que la part du prof, elle est déterminante là-dedans. Elle est très importante parce que, et les travaux que je suis en train de mener sur les réseaux sociaux, ils montrent ça, c'est-à-dire que les enseignants ont une part de responsabilité dans le type d'expérience qu'ils font vivre à leurs élèves. Au cours de cet exposé, et je terminerai là-dessus, c'est bien la rareté des écrits et de ces récits qui me semble importante et qui mérite, entre guillemets, qu'on s'y intéresse, notamment à travers ces récits d'élèves, mais aussi de ces enseignants qui sont derrière ça et qui permettent à ces élèves de s'exprimer et de prendre la parole, ce qui est suffisamment rare pour le souligner. Je vous remercie de votre attention.